Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par vous raconter une petite anecdote, une petite histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques années, je déménage et on emménage dans une nouvelle maison. Et mon petit garçon là, qui est sur la gauche, en fait, il n'est pas du tout habitué à cette nouvelle maison. Il y a un escalier qui descend au sous-sol et en fait, il voit pas la première marche et il dévale l'ensemble de l'escalier. Il atterrit en bas avec un très gros hématome sur la tête. S'ensuit les pompiers et puis les urgences pédiatriques pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il va bien. En fait, on est pris en charge très rapidement et ça c'est une très bonne nouvelle. Et quand on passe ce temps aux urgences pédiatriques, on- en fait, on nous invite à attendre pendant presque 4 heures, un temps qui est très long quand on ne sait pas. Et au bout de 4 heures, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, en fait, vous allez pouvoir aller passer un scanner et vous allez au bout du couloir et vous verrez, il y a un ascenseur, vous montez. Voilà ce qu'on découvre en fait pour monter à l'ascenseur. C'est un. Si je vous parle en fait si je reviens sur cette expérience, c'est qu'à ce moment-là, vous imaginez l'effet que ça a, l'état émotionnel dans lequel on est, et voilà ce qui va nous permettre d'accéder aussi en fait, à un élément de réassurance. Voilà ce qui va nous permettre d'accéder au service dans lequel auquel on doit faire confiance. Et alors je jette la pierre absolument à aucun service hospitalier. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent et c'est vraiment pas facile en fait. C'est pas facile de faire avec les moyens qu'ils ont. Mais en tant que patient ou en tant que proche de patient, comment moi je peux euh, comment je peux ressentir aussi ces éléments-là, ces marques d'attention ou ce manque de marque d'attention, qu'est-ce que ça a comme incidence sur mon expérience à moi en tant qu'utilisateur, patient, proche de patient. Donc, je m'appelle Denis Pellerin, je suis designer et c'est la raison pour laquelle en fait je viens vous parler aujourd'hui, c'est que j'ai aucune prétention à soigner j'ai aucune prétention à être médecin ou professionnel de la santé. Par contre, il y a une chose, c'est que depuis maintenant plusieurs années, en tant que designer, je suis très très attentif à l'ensemble des formes et des manières d'interagir, toutes les choses qui en fait nous permettent d'entrer en contact avec des choses qui peuvent être pas forcément si simples, comme des services. Pour laquelle il y a maintenant 13 ans, on a cofondé avec deux de mes associés une agence qui s'appelle User Studio. Et moi, j'en pilote la marque qui s'appelle Carenco, qui s'intéresse tout particulièrement aux services dans le domaine de la santé. On fait ça donc pour un ensemble d'acteurs de la santé, et on s'intéresse tout particulièrement justement à toutes ces interfaces digitales. Comment on fait pour entrer en contact avec un service lorsqu'il est digital, lorsqu'il est virtuel, et comment on peut continuer en fait à être dans une relation qui va favoriser l'expérience de soins. On n'est pas les premiers en fait à s'intéresser en tant que designer, à s'intéresser à la question de la santé. Je remettais ici un petit exemple qui est pas tout récent. C'est deux designers qui s'appellent Charles et Ray Eames qui ont œuvré
faisant valoir leur expertise en termes de design et de conception. Ils ont œuvré par exemple pour les soldats, pour leur permettre d'avoir des équipements et des dispositifs de santé qui soient plus adaptés, mais pas que. Et on va y revenir. En fait, le design, il accompagne aussi la société, il accompagne aussi les formes aussi de produits ou de services qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est prégnant, c'est que la santé, aujourd'hui, elle se digitalise, comme beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se digitalisent, il y a beaucoup de choses qui viennent à s'appuyer sur des interfaces qui sont numériques. Et ça, c'est passionnant, parce que ça transforme beaucoup de choses. Ça transforme beaucoup notre rapport à la santé qui était fondée justement sur un lien vers une institution, un lien vers des professionnels, un lien avec des humains. Et là, tout d'un coup, on a cet intermédiaire. Et comment on peut traiter cet intermédiaire pour que justement il soit un bon relais, pour qu'il permette de faire des choses qui peut-être autrefois n'étaient pas possibles. Alors des acteurs dans le domaine de la santé et la santé digitale, en fait, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs très intéressant parce que on voit combien voilà, les 2 dernières années ont, on va dire, fait avancer à marche forcée cette digitalisation de la santé, parce que confinement, parce que obligé aussi de poursuivre ce lien en fait, de soins, malgré l'impossibilité d'entrer en contact. On a vu voilà, fleurir un nombre incalculable d'applications, de web apps, de sites. Et ça nous interroge beaucoup sur comment on fait pour entrer en contact de manière qualitative, de manière digne, avec des personnes qui sont soit diminuées par la maladie, soit qui sont dans un état de souffrance. Je rappelle ici en fait peut-être quelques lapalissades sur ce que permet en fait le digital et le digital en santé. Première chose, c'est qu'il permet de transmettre des données très rapidement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant par rapport aux enjeux de la santé. C'est pouvoir transmettre des données, et transmettre des données entre des professionnels vers des patients, des professionnels vers des proches, des patients vers les professionnels. C'est une révolution et ça a énormément d'intérêt. Il permet aussi de s'infiltrer dans le quotidien. Une interface, une application va avoir une capacité à pouvoir prendre place dans le quotidien des patients ou dans le quotidien des proches des patients. Et ça, c'est absolument là aussi inédit. On va pouvoir là aller au plus près des usages et faire quelque chose qui était complètement impossible pour des professionnels de santé jusqu'alors. Être le matin au réveil avec le patient, c'est pas possible. Par contre, pouvoir prolonger le soin grâce à une application ou grâce à un artefact numérique, ça va être possible. Ça va permettre aussi de redonner la main, en général, aux acteurs, en capacité, donner cette capacité aux acteurs de redevenir acteurs de leurs soins. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez unique. On va avoir des patients qui vont pouvoir agir sur la manière dont ils vont pouvoir prendre soin d'eux. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour arriver à dépasser le lien, on va dire, et la relation rôle patient-expert. Là, tout d'un coup, on a des patients qui sont acteurs. Et puis, ça va permettre de faire évoluer aussi
de faire évoluer cette relation de soins et de faire évoluer les services. Une application d'observance d'un traitement, si on voit par exemple qu'elle n'est pas adaptée, on va pouvoir la faire évoluer et on va pouvoir, de fait, sans forcément tout révolutionner, on va pouvoir continuer à suivre l'évolution des usages et suivre la mutation des usages, donc être au plus près de ce qui va être important pour le patient, le proche, le professionnel. Il y a une chose qui est particulièrement importante et sur laquelle je voulais revenir aujourd'hui, c'est justement cette relation de confiance. En revenant, en préparant cette petite allocution, je me disais qu'il y avait une chose à laquelle on prêtait particulièrement attention quand on était dans des travaux de conception, quand on conçoit de nouvelles applications, quand on conçoit de nouveaux services, c'est justement à essayer de continuer à enrichir cette relation de confiance malgré la distance, malgré les efforts que ça peut demander de piloter soi-même une application ou un tiers digital. Et du coup, je reviens sur trois éléments qu'on va pouvoir voir après dans un cas concret, qui sont constitutifs de cette relation de confiance. Le premier élément, en fait, c'est la pertinence. Ça va être très très important qu'on soit là au bon moment, mais pas plus. Qu'on vienne suivre. On va toujours se poser cette question-là, et on va le revoir après dans l'exemple. Qu'on vienne essayer de comprendre à quel moment ça doit faire écho à une préoccupation d'un patient, d'un professionnel qui va utiliser l'application. La fiabilité. Il faut en effet être précis, réactif, être vraiment très fin. Sinon, être transparent, sincère, pour arriver à justifier des approximations qui peuvent exister dans par exemple, la transmission de certaines données ou la qualité des interactions. Et puis le dernier point, c'est la désirabilité. C'est faire quelque chose qui soit désirable. Ça, c'est pour arriver à continuer à bâtir cette relation de confiance, il nous faut en fait nourrir le caractère désirable de ce qu'on va concevoir. Un environnement agréable, une bonne compagnie finalement. Parce que ça, c'est ça qu'on va rechercher. Si on prend l'analogie avec un médecin, je vais chez le médecin, si sa compagnie est désagréable, je vais avoir beaucoup moins d'envie de me prêter aux soins, de me prêter à suivre aussi les soins prodigués par ce professionnel. Et pourtant, on sait que ça fait énormément partie de la réussite d'un traitement, de la réussite d'un suivi. Donc ça fait quelques années qu'on accompagne des acteurs multiples de tailles très très variées, que ce soit des acteurs mutualistes, des startups, des hôpitaux, des entreprises qui détiennent des technologies et qui ont besoin vraiment de les mettre entre les mains de potentiels bénéficiaires ou utilisateurs. Et du coup, je vais revenir sur un exemple pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus précisément dans ce que ça veut dire en fait, bâtir cette relation de confiance. Je vais revenir sur un projet qu'on a fait donc en 2017, projet dont on peut parler aujourd'hui parce que non seulement il est sorti, mais il en est à plusieurs évolutions. Mais là, on travaillait à l'époque sur la toute première version, qui est un bandeau de stimulation du sommeil profond.
sommeil profond, c'est un truc donc c'est la startup qui s'appelle Dream, qui a fait pas mal parler d'elle parce que c'est un peu une des licornes françaises. Et donc on les a aidés dans la conception de la nouvelle expérience digitale qui pouvait accompagner un bandeau de monitoring du sommeil. Donc comment est-ce que je dors et stimulation du sommeil profond. Comment je peux faire en sorte que mon sommeil profond, le sommeil qui est réparateur, donc physiquement mais aussi mentalement, cognitivement, en fait il soit le plus long possible, qu'on ait le plus de phases de sommeil profond pendant son sommeil. C'est un exemple un peu caricatural au début parce que Dream arrive vers nous en disant voilà, en fait, on est en train de mettre au point ce bandeau, mais en fait, c'est l'analyse du sommeil, le monitoring du sommeil, c'est pas sexy du tout, hein. C'est quelque chose qui est très lourd, qui est source de pas mal d'anxiété pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, donc qui vont être de potentiels utilisateurs. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est le type de données qui va pouvoir être récolté et qui va être récolté par des professionnels de l'analyse du sommeil. Et quand on souffre de troubles du sommeil, en fait, voilà à quoi ça ressemble en fait quand on essaye de, euh, bah, de comprendre son, son sommeil, les différentes phases de sommeil et qu'est-ce qui se passe dans son sommeil pour qu'on puisse dormir mieux. Le sommeil étant quelque chose de fondamental. Comment on passe de ça à ça en fait? Comment on fait pour que en fait cette expérience du monitoring du sommeil, ça soit plus quelque chose qui soit réservé à des personnes qui ont des troubles profonds, des troubles très handicapants du sommeil, mais que ça puisse aussi se tourner vers des personnes qui en fait ne soupçonnent pas encore complètement qu'elles ont des troubles du sommeil ou qui ont besoin aussi on va dire d'un artefact qui va être un dispositif, un service qui va être moins stigmatisant parce que s'endormir avec des dizaines de mètres de câbles à côté de soi, est-ce que ça participe aussi de recouvrer un bon rythme de sommeil? C'est pas forcément évident. Donc la première chose qu'on fait quand on démarre un projet comme ça, on n'est pas spécialiste du sommeil, on n'est pas spécialiste de la plupart des thérapies et des maladies et pathologies, et fort heureusement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va s'entretenir avec des spécialistes, on va essayer de comprendre les choses, on va essayer de vivre aussi un peu l'expérience, on va s'entretenir aussi avec des spécialistes, mais des spécialistes patients, des gens qui sont pas forcément des professionnels, mais qui sont plutôt de potentiels utilisateurs, donc des gens qui souffrent de troubles du sommeil. Et ça va nous permettre de comprendre plus finement qu'est-ce qui est en train d'être quelles sont les préoccupations des différents acteurs pendant leur usage. Ça nous permet, là je vous ai mis un exemple qui est pas issu de ce projet-là parce qu'on peut pas montrer celui-ci, mais ça nous permet d'établir ce qu'on appelle un parcours. Alors là, un parcours d'un patient ou un parcours d'un utilisateur. Et ce parcours, on va venir recenser des étapes, différentes étapes d'usage, mais aussi on va venir recenser des émotions. À quel moment en fait c'est vécu comme étant quelque chose de difficile, par exemple le monitoring du sommeil, à quel moment je vais avoir du mal à manipuler la machine, à quel moment je vais me sentir bien, à quel moment j'ai envie de le faire, à quel moment je vais éprouver une difficulté qui va être technique ou alors plutôt une difficulté qui va être d'un autre ordre. Par exemple, je ne vais pas être
forcément très à l'aise si j'ai mon conjoint qui dort avec moi et je vais éprouver des difficultés à porter ce dispositif-là. Tous ces éléments-là, ça revient justement à l'un des points dont on parlait tout à l'heure, c'est la question de la pertinence et du bon moment. À quel moment je vais devoir redoubler d'efforts et à quel moment je vais devoir apporter une marque d'attention particulière pour l'utilisateur, à quel moment il va falloir que je fasse quelque chose de particulièrement soigné pour compenser aussi cette difficulté qu'il va pouvoir rencontrer. Et comme je le disais, c'est pas forcément qu'une difficulté qui est technique, ça peut être aussi une difficulté émotionnelle. De là, on vient à très très rapidement établir des concepts, on vient très rapidement à dessiner les choses. Et ça, c'est pas simplement parce que on sait bien le faire, parce que oui, en tant que designer, ça fait partie de nos outils de savoir dessiner, de savoir représenter les choses. Mais aussi, c'est parce que ça nous permet très rapidement d'avoir sous les yeux quelque chose qu'on va pouvoir partager. Et là, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour partager des premières intentions, des premières propositions avec, en l'occurrence, les dirigeants de Dream et les équipes de Dream qui vont pouvoir commencer à se figurer. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourrait aider des personnes qui vont prendre en main ce dispositif de suivi du sommeil? Et étant donné qu'on cherche à faire quelque chose qui va résonner avec les préoccupations des utilisateurs, qui va, en fait, pour arriver à bâtir ce lien de confiance, il va falloir faire quelque chose qui on disait tout à l'heure, qui soit désirable. Donc on va essayer d'aller chercher des repères, des références dans l'environnement, que ce soit l'environnement des utilisateurs, donc essayer de comprendre comment ils font au quotidien pour, par exemple, arriver à retrouver le sommeil après une période de réveil. Est-ce qu'ils font appel est-ce qu'ils se mettent à lire? Est-ce qu'ils se mettent, ils vont plutôt se balader? Est-ce qu'ils vont boire un verre d'eau, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de commencer à nourrir un imaginaire. Et en l'occurrence, on nourrit un imaginaire qui est en fait fait de tout un tas d'images, de tout un tas de sensations, de tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de faire quelque chose qui va être qui va pas laisser les personnes, les utilisateurs indifférents. Et ça va être très important parce que on sait combien, malgré le fait que, par exemple, ce bandeau qui va mesurer l'activité cérébrale, c'est quelque chose d'extrêmement évolué. C'est une prouesse technique, mais il va falloir mettre entre les mains d'un kidam une prouesse technique. Et là, il va falloir faire en sorte que cette prouesse technique elle soit accessible. Donc, on vient chercher autour de nous ces références. Donc là, par exemple, des références à la nuit, des références au caractère charnel aussi du bandeau. En fait, on va venir porter quelque chose quand même sur sa tête. On va faire des références à un univers aussi qui est l'univers des objets connectés, l'univers de la robotique. Comment on vit avec ça? Comment on vient chercher dans notre imaginaire collectif des éléments qui nous permettent de nous projeter et de rendre ce qui n'existe pas encore désirable et appréhendable. Et puis on vient à créer des représentations. Là, par exemple, on crée des éléments de représentation pour sortir des codes de ce qui peut paraître très technique. Vous vous souvenez du diagramme que je vous ai montré au début qui représentait les différentes phases de sommeil. Et là, en fait, on se dit, pourquoi on ne représenterait pas les choses de cette manière? Pourquoi on ferait pas une représentation du sommeil qui soit peut-être un peu plus intelligible, un peu plus didactique pour quelqu'un
qui n'a pas vocation à être un scientifique, un chercheur dans le domaine du sommeil, de l'analyse du sommeil profond, etc. Comment on rend les choses aussi plus simples à comprendre. Avoir des données, c'est très intéressant. Comment on fait pour valoriser ces données? Là, le bandeau, il récupère tout un tas d'éléments, tout un tas de données. Toutes ces données, si elles sont pas traitées avec beaucoup de finesse et beaucoup de sensibilité et avec, on va dire, un ensemble de métaphores et d'analogies, en fait, elles vont rester très étrangères aux personnes qui vont les manipuler, ou alors plutôt hostiles à une bonne prise en main. Donc là, on vient à essayer de trouver des codes. Alors là, par exemple, on se rapproche du code de l'horloge. En fait, c'est le temps qui passe. Le temps de ma nuit, c'est le temps qui passe. On vient à essayer de représenter la qualité en fait de ce sommeil. Alors là, ce sont des recherches, hein, mais ça vous donne un petit peu ça vous permet de vous projeter un peu sur ce qu'on va pouvoir faire, et toujours en essayant de chercher des éléments graphiques qui nous aident à comprendre une information qui non seulement peut être compliquée, mais aussi peut être sensible. Parce que là, on vient parler du sommeil. Il y a des gens qui vont s'équiper d'un dispositif pour certainement aller mieux et dormir mieux. Comment on va pouvoir faire pour que ça ne rajoute pas au traumatisme qu'ils vivent déjà? Et ensuite, on vient à concevoir l'ensemble des interfaces et essayer de donner à chaque étape d'utilisation de cette interface des éléments qui vont être là encore des éléments de fiabilité et de désirabilité. Et on va se retrouver à chercher à traduire le plus finement possible ce que je disais, des sortes de marques d'attention. À tel moment, je viens expliciter telle donnée. À tel moment, je viens plutôt débarrasser l'écran, dépolluer l'écran de tout un tas d'informations, parce que ce que je veux, c'est qu'on voit une chose. Par exemple, là, au moment où je vais mettre le bandeau sur la tête, j'ai pas besoin des autres informations. J'ai juste besoin de voir ce qui se passe. Ça revient à la question de la fiabilité dont on parlait tout à l'heure. Je vois en fait très clairement ce qui est enregistré comme activité cérébrale. Et puis tout simplement, je vais avoir quelque chose qui va être cohérent visuellement. Je vais passer d'étape en étape d'utilisation et je vais avoir toujours l'impression d'être dans le même univers. Je n'ai pas besoin de faire un effort supplémentaire pour me demander est-ce que là j'utilise bien toujours cette même application, est-ce que je fais les bonnes manips. La question de la cohérence, on la travaille ensuite au-delà de quelques écrans clés. On vient des écrans principaux et emblématiques, on vient à la travailler à l'échelle de l'ensemble du parcours. On appelle ça un user flow. On vient détailler l'ensemble des écrans et on vient s'assurer qu'il y a une bonne, non seulement une bonne cohérence, mais aussi une fluidité dans la manière dont on va utiliser les choses. Ça, c'est un outil qui est très puissant pour notamment les développeurs et l'ensemble des équipes techniques qui vont pouvoir se figurer un peu plus la complexité aussi des interactions qu'il va falloir mettre en place. Donc ce travail qu'on a pu faire, donc qui aujourd'hui est très daté d'une certaine manière, puisqu'il date de 2017 et aujourd'hui la startup Dream qui est plus vraiment une startup puisqu'elle a quand même bien trouvé son modèle économique. Dream en fait a évolué, l'application, enfin l'interface que vous voyez ici n'est plus. Et depuis, ils ont changé d'identité, ils ont adapté les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va conserver dans l'expérience d'usage de Dream quelque chose qui est très très proche de ce qu'on a pu poser à la base. Et ça, parce qu'on l'a fait
aussi en se tenant à respecter cette question de la confiance qu'on pouvait faire en un dispositif qui est un dispositif expert à la base pour, pour un public qui, lui, n'est pas expert. Je vais juste terminer là-dessus, c'est qu'en fait, vous imaginez bien qu'en fait, cette question-là, elle vaut dans le digital, mais pas que. Quand on parle de la santé aujourd'hui, dans le domaine du design de service, on parle de points de contact. On a plein de points de contact avec un hôpital, un, avec un service, même je pense à une mutuelle. On va pouvoir avoir un point de contact avec un guichet, mais aussi avec une hotline téléphonique, et puis avec une application, et puis avec X et Y points de contact. Et tous ces points de contact, ils doivent être extrêmement cohérents. Et là, on en revient exactement à la même logique. On n'a pas, on n'est pas, on est tout à fait conscient qu'en fait le digital, il devient un point de contact très important et un point de contact qui va peut-être être euh, très, très fréquent dans l'usage et dans la relation qui va exister entre un acteur et un opérateur et ses utilisateurs. Mais il y a plein d'autres points de contact qu'il faut aussi soigner. Donc, à titre d'exemple, voilà, deux petits exemples. On a travaillé avec des hôpitaux. Là, je vous en mets un seul, hein, mais on a travaillé notamment sur toute l'expérience d'accueil du pôle de l'hôpital de jour gériatrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Comment on fait pour faire en sorte qu'une personne qui est diminuée, là encore, par des troubles de la mémoire et du comportement, se sente bien pendant une journée pour subir des examens. C'est un travail qu'on a fait à l'échelle, évidemment, d'un environnement, d'un espace, mais aussi à l'échelle de différents supports, des plaquettes, des éléments de communication qui peuvent exister entre les patients et les professionnels. Et puis un dernier exemple qui est un exemple plus récent pour le coup, qui est avec le département du Val-de-Marne où on les a aidés dans le repérage des aidants en détresse. C'est un très vaste sujet, un sujet d'actualité, hein, justement de comment, comment on peut aider les aidants, les personnes qui sont au quotidien au chevet de personnes qui peuvent être malades ou en perte d'autonomie, euh, et comment ces aidants-là voilà, ne sombrent pas dans eux aussi la maladie ou la perte d'autonomie parce que c'est des expériences qui sont très éprouvantes. Donc là, on les a aidés à travers des dispositifs qui sont pour le coup très concrets, très tangibles. Il n'y a pas du tout de digital dans cette expérience-là parce que à ce moment-là, c'était pas pertinent de faire intervenir du digital par rapport à ce public-là, par rapport à cette mission-là. Donc on sait aussi faire ce pas de côté quand il est nécessaire pour toujours mettre le sens et surtout l'adoption des choses au centre de notre travail. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des éléments que vous souhaitez aborder, puisque dans l'exercice un peu court, évidemment, ça va peut-être un petit peu vite sur certains points et je fais l'impasse forcément sur plein d'éléments.
Donc la question, donc, c'est est-ce que des publics qui n'ont pas forcément le même âge ou qui n'ont pas forcément qui vivent pas dans les mêmes environnements euh, appréhendent par exemple une application de monitoring du sommeil de la même manière. Alors, chacun va l'appréhender à sa manière. En fait, et il est très 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 difficile d'avoir on va dire ce qu'on appelle design for all. Donc, c'est d'avoir quelque chose qui va convenir à tous et qui va surtout permettre d'être utilisé de plein de manières différentes. Donc ça, c'est un peu, c'est une prouesse. Et évidemment, tout notre travail en amont, donc le travail d'immersion, d'enquête, d'entretien avec les différents protagonistes, vise à essayer de comprendre, pas forcément les besoins, parce que souvent les besoins, ils sont difficiles à exprimer, mais au moins les usages, comment chacun fait, et d'essayer de comprendre quelles sont du coup les, les prérogatives de chacune des cibles. Donc, par exemple, quelqu'un qui va utiliser ce dispositif en effet en EHPAD, ou quelqu'un qui va utiliser ce dispositif pour la première fois alors que c'est un sportif de haut niveau, ça va clairement pas être les mêmes expériences et on va essayer de bien comprendre qui a peut-être le plus besoin d'être supporté dans cette adoption, pour garantir que, d'une certaine manière, qui fait le plus qui peut le plus peut le moins, quoi. Si ça convient bien à une personne qui est âgée, dépendante, peut-être que ça va être plus facile à être pris en main par une personne qui a peut-être plus de facilité, ou qui est pas diminuée. Et en tout cas, une préoccupation constante de nos clients et nos interlocuteurs, c'est garantir que les choses vont pouvoir convenir à un maximum de personnes. C'est aussi tout l'intérêt par exemple, dans une interface, c'est de pouvoir ajouter aussi des éléments de personnalisation. Je vais pouvoir, moi, en tant que par exemple, résident d'un EHPAD, je vais pouvoir sélectionner certaines fonctionnalités qui sont très importantes pour moi, mais par contre, je vais en délaisser certaines autres. Et je vais pouvoir, du coup, constituer un produit ou un service qui va être beaucoup plus proche de mes usages qu'avec on va dire un produit sur étagère. Euh, c'est aussi l'un très 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 gros avantage par rapport en fait à un environnement physique qui lui peut être statique et complètement fermé. Le fait de pouvoir, donc est-ce que le fait de retirer des fonctionnalités, ça fait partie du design? En fait, ça fait partie des choses auxquelles on doit penser. Là, est-ce que est-ce que cette conception, elle va être suffisamment ouverte et suffisamment flexible et adaptable? Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait garder en tête, qui va pas forcément être le cas en fait, de tous nos interlocuteurs. Si je repense à des startups, une startup, au contraire, elle va plutôt essayer de cibler et de se dire, bah voilà, moi je veux très très bien servir et répondre aux enjeux de telle cible. Parce que je veux absolument sécuriser cette base d'utilisateurs pour comprendre, pour aller plus loin dans la compréhension de leurs attentes et leurs préoccupations.